France Maghreb 2. Au programme de ce premier grand forum de ce lundi 14 janvier sur France Maghreb 2 jusque 18h avec cette question du jour. Après la lettre adressée par Emmanuel Macron aux Français, avez-vous l'intention de participer au grand débat? On en parle tout à l'heure dans quelques minutes avec Hanan Zawani et Abdeslam Itache. Et nos invités aujourd'hui, on va parler théâtre avec une pièce qui fait succès à Paris. Elle s'appelle Mariage arrangé et nous recevrons deux de ces comédiens tout à l'heure à partir de 17h dans l'entretien du LGF en ce lundi 14 janvier. Soyez les bienvenus jusque 18h, c'est votre grand forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct en ce lundi, nous sommes le 14 janvier, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 comme tous les jours pour votre talk de fin d'après-midi avec la ravissante Hanan Zawani qui est avec nous. Bonjour Hanan. Bonjour mon cher Christophe, bonjour auditeur, bonjour auditrice. Accompagné de Abdeslam Itache, notre élu. Salut Abdeslam. Bonjour Christophe et bonjour aux auditeurs et auditrices. Ah voilà, comme ça marche mieux, comme ça. On redit bonjour parce qu'on Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Voilà. Bonjour Abdeslam. Bonjour Abdeslam. On t'a vu à la télé ce week-end. À ce qui paraît. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Bah c'est à vous qu'il faut demander. Alors comment ça s'est passé? Non, mais elle a pas regardé. J'ai pas encore regardé. Voilà. Bon, c'était sur RT France. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, enfin, ça y est, la lettre est sortie. Elle fait 5 pages. Emmanuel Macron a écrit au peuple français. Dans la lettre que je m'apprête à écrire aux Français, j'expliquerai ce que je compte en faire. Elle sera publiée en début de semaine prochaine. Voilà. Le premier jour de la semaine prochaine. Il faut prendre le président au mot. Il veut un grand débat. En tout cas, il donne le sentiment de le vouloir. Eh bien, allons-y. Et justement, par la force du débat, faisons remonter toutes ces revendications qui existent et que nous connaissons, et donc donnons-nous l'occasion de porter ces messages jusqu'au plus haut. Les cahiers de doléances, je vous signale que c'était sous la monarchie parce qu'on n'était pas encore en République et qu'il y avait des moments autorisés et des sujets autorisés. Donc, le grand débat, c'est de la foutaise intégrale. Il n'y a pas un Français qui croit à cette comédie. Je vois qu'Emmanuel Macron fait durer le plaisir en faisant du teasing avec sa lettre, puis avec la mise en place de la commission. Tout ça pour nous démontrer qu'il est peut-être maître des horloges, mais j'ai pas l'impression qu'il soit maître de grand chose en fait. Si le grand débat sert à ce que cette parole puisse s'exprimer et trouver des conclusions, alors il faut que ce grand débat puisse vivre. Si, en revanche, ce grand débat n'est fait que pour laisser la parole à ceux qui l'ont déjà, je pense qu'il ne suffira pas. La situation me paraît politiquement et socialement extrêmement grave. Je pense que cette réponse n'est pas à la hauteur des enjeux. Je pense que le gouvernement va s'enfoncer à s'enliser. C'est peut-être ce qu'il essaie de faire, d'ailleurs, de gagner du temps. Un débat, en principe, permet d'aborder toutes les questions. On a compris que certaines seraient écartées. L'ISF, le CICE, celles qui, au fond, intéressent les Français. Et je crois même qu'il est peut-être instrumentalisé, ce grand débat, à des fins assez politiciennes, parce qu'il va avoir lieu aussi pendant la campagne des européennes. Attends, rien, je n'y crois pas. Je pense que ça se vit comme un grand enterrement. Je pense que ça pourrait peut-être être surtout le grand flop d'Emmanuel Macron. Voilà un peu les réactions, vous l'avez compris, très négatives au vu de cette lettre et de ce grand débat qui va, vous le savez, ouvrir demain. Alors c'est ni une élection ni un référendum, hein. Emmanuel Macron coupe court au suspense. Sa lettre adressée aux Français a été publiée hier soir, tout de suite d'ailleurs mis sur notre site www.francemaghreb2.fr. Si vous avez le courage, elle fait 5 pages. Hanan, tu l'as lu? Je l'ai lu en diagonale, comme tu dis, c'est 5 pages. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est les 3 points principaux. Donc, transition écologique. On parle de suppression des services publics. Ça m'a fortement inquiété. C'est des questions qui posent. Oui, attention. oui. Voilà. Oui, mais bon, est-ce qu'un président de la République doit nous poser la question? Est-ce qu'on doit supprimer les services publics et est-ce qu'on doit les réorganiser? Ça fait des années que les Français demandent à ce que les services publics soient réorganisés. Ouais. C'est quand même assez particulier, moi je trouve. Abdeslam, tu l'as lu, je suppose, évidemment. Oui, je l'ai. Pas en diagonale. Ah là, mais totalement. J'ai lu mot par mot. Et moi, je voulais juste revenir sur une précision concernant la fonction publique, puisque tu le sais que je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Et en fait, Action publique 2022, moi j'invite tous les auditeurs à taper ça sur Google. En fait, c'est une commission, CAP 22, qui travaille sur la
réforme de la fonction publique, des fonctions publiques, puisqu'il y a fonction publique hospitalière, d'État et territoriale. Et l'idée, c'était... alors, ça date d'avant Emmanuel Macron. Donc, je veux bien qu'il ait des maladresses, pas mal de choses de mal faites, mais Action publique 2022, c'était avant Emmanuel Macron. Oui. Et l'idée, Hollande. C'était Hollande. Et qu'on a entendu d'ailleurs dans l'extrait. Et pour le coup, lui n'était pas à charge sur l'idée du grand débat. Je vais y revenir. Sur l'Action publique 2022, l'idée c'était de réformer la fonction publique, mais ça veut pas dire moins de fonction publique, ça veut dire mieux de fonction publique. Ça veut dire qu'il y a des secteurs où on a peut-être trop de monde et d'autres où l'on n'a pas assez de monde. Et l'idée c'était de permettre, dans le cadre de la mobilité, de permettre à des agents de se former et de pouvoir passer à un autre emploi. Ça c'est le cap 22, hein, c'est ça? Oui, c'est le cap, c'est donc, cap 22. Ce truc qui a l'air d'être intéressant, Destem, c'est pas signé Macron. Non, c'est pas signé Macron. Et d'ailleurs, pourquoi ça n'a pas été mis en place par François Hollande? Pourquoi on n'en a pas réellement entendu parler? D'accord, donc François Hollande continue à exercer le pouvoir même après son mandat. Non, il y a des effets, il y a des choses qui se mettent en place. Oui, qui prennent du temps, bien sûr. Oui. Non, mais ça serait quand même maladroit de la part d'un président de déshabiller, de démonter les choses. Enfin, il y en a un qui l'a fait, c'était Donald Trump qui avait retiré justement l'aide sociale qu'avait mis en place Barack Obama. On va pas aller sur le sujet. Voilà. C'est un autre sujet. Sur l'organisation de l'État et des collectivités publiques en général, oui, effectivement, Abdeslam, c'est une nécessité. On en revient au point principal qui fait mal. Ce sont les fonctionnaires, donc qui peut-être dans certains services sont mal répartis, mais surtout là, dans sa lettre, Monsieur Macron met en avant effectivement que l'école, police, armée, hôpitaux, tribunaux sont vitaux, mais c'est dans ces secteurs-là qu'il manque une main-d'œuvre criante et que en plus nous n'avons pas le personnel formé. Pour en revenir sur le secteur de l'école, de l'éducation publique, oui, nous avons des enseignants courageux, pas suffisamment formés et surtout pas assez qui rentrent en réalité, qui sont formés pour pouvoir pallier au départ éventuel et puis surtout au manque criant dans certains territoires, notamment dans les quartiers populaires, entre autres. Comment ne pas être d'accord avec toi sur tout ce que tu as évoqué? Tu as absolument raison. Et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler sur la formation des fonctionnaires, permettre la mobilité, travailler sur la dématérialisation. Aujourd'hui encore, on a des gens qui sont des gras de papier. Aujourd'hui, avec l'outil informatique, on peut réduire la pénibilité au travail et permettre aux gens de pouvoir mieux travailler et plus rapidement travailler, avoir des résultats. Parce que lorsque l'on dépose un dossier à la sécurité sociale et qu'on a une réponse au bout de 3 semaines, c'est juste scandaleux. Parce que l'on n'a pas réformé le service public et qu'on se retrouve avec les vieux réflexes, avec les vieilles méthodes. Et quand on explique à ces mêmes fonctionnaires qu'il faut réformer, qu'il faut apporter une réponse dans les 24 heures à la personne qui justement bénéficie de certains soins parce qu'il ne peut pas rester comme ça coincé, il a besoin de savoir si son accident de travail lui est imputable ou non. C'est aussi ça la réforme de la fonction publique. C'est mieux de service. Elle va pour moi un peu plus loin et c'est là où je suis un petit peu inquiète, c'est sur la manière dont on a automatisé justement les différents services publics. On a différents outils technologiques à nos dispositions, on a différentes applications. Donc là-dessus, effectivement, pour aller vers les services publics, le travail a été fait et on a une facilité en tout cas à faire accéder nos demandes. Là où le travail doit se faire en réalité, c'est comment réduire ce laps de temps. Donc, est-ce qu'il y a un manque au niveau justement des outils technologiques? Est-ce qu'on n'est pas assez performant? Est-ce qu'on doit mieux progresser, faire appel à d'autres technologies peut-être qui sont en présence par exemple dans les pays nordiques, ou est-ce qu'on doit recruter plus? Donc là, on doit s'inspirer des autres. C'est là où cette question moi m'interroge et m'inquiète. On va pas trop s'écarter si vous voulez bien, parce que là on s'écarte un peu. On parle d'un truc qui va se dérouler en 2022. Là, on parle maintenant du présent, de cette lettre qui a été publiée hier sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Bien sûr, le président français qui, dans cette lettre, dessine les contours du grand débat national qui vous débutera demain. Sa réponse donc au mouvement des Gilets jaunes, débuté il y a près de 2 mois quand même en France. Cette consultation débutera donc demain, je le répète, 15 janvier. Et elle devra rassembler le plus grand nombre de Français, sans que ce soit une obligation, à préciser d'ailleurs le chef de l'État.
D'ailleurs, je précise que la question du jour porte là-dessus, après que Macron ait adressé sa lettre aux Français. Allez-vous participer au grand débat national ? Visiblement, les auditeurs n'ont pas l'air franchement très enthousiastes, puisqu'ils sont 21% seulement sur Facebook à vouloir y participer, 19% sur Twitter. Vous continuez de voter, France Maghreb 2 sur Facebook, le grand forum FM2. Alors je vais tenter parce que je l'ai lu, donc je vais quand même vous le dire. Cette lettre de 5 pages. Je veux transformer avec vous les colères en solutions. Voilà ce que souhaite faire Emmanuel Macron, qui tend la main donc aux Français dans cette longue lettre écrite dans un style assez simple. Le président les appelle à discuter de tous les sujets concrets qui pourraient améliorer leur quotidien. Il n'y a aucun interdit, précise encore le chef de l'État, qui pose lui-même une trentaine de questions tournant autour de thématiques très variées: les impôts, l'immigration, la laïcité, la démocratie participative avec notamment le recours au référendum, ou bien encore l'écologie. Autant de sujets donc au cœur de la crise des Gilets jaunes. En revanche, pas question de revenir sur la suppression de l'ISF ou sur la hausse de la CSG. Le président rappelle qu'il a été élu sur un projet auquel il entend bien demeurer fidèle. Il trace donc quelques lignes rouges et fait preuve de fermeté. Si le chef de l'État donc s'engage à écouter les Français et promet de tirer les conclusions de ce débat dans le mois suivant sa fin, il souligne que cette consultation n'est ni une élection ni un référendum, comme je le précisais tout à l'heure. Une grande consultation qui, je le rappelle, donc démarrera demain. Vous pouvez nous appeler pour nous dire si vous allez y participer à ce grand débat national pendant 2 mois. Vous nous appelez au 01 40 33 9000 et vous votez bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter LGF, le grand forum FM2. Ça semble un petit peu cafouillu quand même tout ce grand débat, même l'opposition, même derrière certains des députés d'ailleurs n'ont pas l'air très enthousiastes vis-à-vis de ce débat, non ? Bah oui, parce qu'il y a un climat aujourd'hui qui est peut-être pas propice au dialogue. Il y a une colère et je l'entends. Et vous connaissez la dernière de Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, il invite des Gilets jaunes à ne plus manifester samedi durant le débat. D'accord. Voilà. Ses propos n'engagent que lui. Oui. Mais c'est le même qui a dit qu'il fallait supprimer les allocations familiales aux parents dont les enfants seraient violents, c'est ça ? Alors, il n'a pas dit exactement comme cela. C'est une proposition qui va lui être adressée et ça sera à lui de trancher. Enfin, il aura le droit au plume et au goudron, à mon avis, lui aussi. On peut pas amener de la difficulté à la difficulté. Les familles qui justement ont du mal avec des enfants difficiles, eux sont en difficulté, leurs enfants difficiles, c'est vraiment pas les aider et c'est une façon aussi de punir des parents qu'on laisserait supposer démissionnaires mais qui le sont pas toujours. Moi j'ai pris par ailleurs l'exemple d'une famille monoparentale, d'une maman qui a 2-3 enfants et qui a un garçon qui est un petit peu rebelle. Elle ne peut pas lâcher ses enfants et aller le chercher dehors. Donc à un moment, elle est un petit peu perdue. Donc c'est pas en la punissant que ça va mieux se passer. Bien. Alors, on parle du débat, Abdeslam. Oui. Voilà. Non, mais on revient au débat. Mais bien sûr. Je sais que c'est difficile pour toi, mais le premier sujet, il porte sur nos impôts, nos dépenses et l'action publique. Quel type d'impôt doit-on supprimer ? C'est une question qui est posée là-dedans. D'abord l'impôt local. Ouais. D'accord. Mais l'impôt local pour l'ensemble des concitoyens français, puisque le Conseil constitutionnel a laissé entendre que c'était injuste et que il pouvait être retoqué si on laissait 20% des Français payer cet impôt. Ouais. Donc il y a un principe d'égalité sur lequel veille le Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce que vient faire l'immigration là-dedans ? Parce que je me souviens pas avoir entendu de la part de certains gilets jaunes qui parlent de problèmes d'immigration. Faut arrêter. Christophe, moi je l'ai entendu et en plus il reprend un peu des trucs de Fillon là-dedans. Bah oui, mais écoute, oui, il y a des fillonistes parmi les gilets jaunes, Christophe, faut l'accepter. Non, pas parmi les gilets jaunes. Non, mais c'était des revendications. C'est une proposition qui avait été faite par Fillon que reprend Macron. C'est pas les gilets jaunes. C'est des choses que moi j'ai entendues lors des interviews de différentes personnes gilets jaunes qui manifestement, qui d'abord manifestaient pour un problème de pouvoir d'achat et qui se retrouvent dehors à parler des migrants qui étaient mieux traités, des étrangers et ainsi de suite. Enfin, on l'a tous entendu ça, Christophe. Après, là sur l'immigration, c'est quand même important de préciser que le débat tourne sur comment accueillir et mieux accueillir ces migrants, ces demandeurs
demandeurs d'asile. Le débat, il est axé sur ce point-là. Moi, pour en revenir justement à ces résultats, Christophe, tu expliques que on est très peu à s'être mobilisé ou en tout cas à être intéressé. Non, je pense que le peuple français dans son entièreté est intéressé, ceux qui ont les papiers tout comme ceux qui n'ont pas les papiers. Par contre, effectivement, en termes de communication, on n'a pas aujourd'hui une communication claire qui nous explique comment participer au débat, où se rendre. On entend parler effectivement d'aller se rendre en mairie pour les citoyens qui sont en rupture avec le gouvernement, avec le pouvoir local. On ne pourra pas leur demander d'aller en mairie. Donc il doit y avoir d'autres solutions également qui doivent être proposées. Pour ma part, je suis habitante de Drancy. Il est hors de question que je me rende à un débat organisé par le maire de ma ville, que je ne soutiens pas, par la maire de ma ville. Tu peux passer par le biais d'une association. Que je ne soutiens absolument pas. Après, oui, effectivement, on a entendu parler du fait qu'il va y avoir des référents qui ne vont pas participer au débat, mais qui vont nous aider justement à l'organiser. Donc au niveau des quartiers populaires du 93 comme du 94, mais également des quartiers de Marseille, Lille, etc. Là, je me pose la question réellement, est-ce qu'on a des leaders d'opinion suffisamment influents localement pour pouvoir organiser ces débats et se concerter entre eux afin de pouvoir apporter une réponse globale en termes de propositions, tout simplement. Bon, en tout cas, je faisais référence à un peu d'enthousiasme de la part de ceux qui ont voté à notre sondage aujourd'hui. Après, je ne sais pas si ce grand débat aura un succès, en tout cas attendu par le gouvernement, par le président Emmanuel Macron, qui rendra compte de tout cela. Mais excuse-moi Abdeslam, je peux me poser la question tout tranquillement aujourd'hui. Il pose des questions dont lui-même il a la réponse. Si par exemple on lui dit, je sais pas, de supprimer un impôt qu'il ne supprimera jamais, il le fera pas. Donc au bout d'un moment, c'est bien de consulter le peuple. Mais bon, si c'est pour continuer sur la même ligne, ça n'a aucun intérêt. Christophe, il y a 3 volets. On peut là les reciter. Et qui va lire cette tête de 5 pages, franchement? C'est le sujet qui porte sur les impôts, nos dépenses et l'action publique. Ouais. Le deuxième, c'est l'organisation de l'État et des collectivités publiques. Ça, c'est intéressant. Et le troisième, c'est la transition écologique, qui est essentielle à notre avenir. Naturellement, on a parlé de la fiscalité, on a parlé d'écologie et on a parlé de services publics. Travaillons sur ces pôles-là. L'idée, c'est de permettre justement d'avancer et d'entendre les revendications des uns et des autres. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà un avis alors que ça n'a pas encore commencé. Mettons-nous autour de la table, discutons de ces choses-là. Ouais. Et si vraiment ça ne marche pas, on pourra se dire qu'en effet, ça n'a pas marché, écoute, qu'on a tout essayé. Emmanuel Macron a réellement tué ce débat dans l'œuf dès le démarrage, dès qu'il a mis. Mais quoi qu'il dise, je crois qu'il a tué le débat. Dès que cette lettre a été publiée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il nous dit, moi, je reste sur les lignes de mon programme. Je ne changerai pas de ligne. Et à côté de ça, s'il avait dit nous, on lui aurait reproché de prendre un ton noble. Et à côté de ça, mon cher Abdeslam, dichotomie totale, il parle de référendum. Donc la question qu'on se pose, c'est si le président Emmanuel Macron est dans sa légitimité et qu'il ne changera pas son programme parce qu'il a été élu sur ce programme et qu'il nous parle effectivement de référendum, est-ce qu'on est en légitimité de le croire et de lui faire confiance? Est-ce qu'on ne va pas perdre, voilà, exactement, mon cher Christophe, est-ce qu'on va pas perdre encore une fois 4 mois? Ouais. Alors on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs parce qu'ils sont là, ils nous attendent, ils sont prêts à intervenir, à bondir en direct dans ce LGF. Monji qui lui nous appelle de Marseille. Salut Monji. Salut Christophe, salut Hanan. Salut l'autre. Bonjour. L'autre s'appelle Abdeslam. J'aime bien l'autre. Il s'appelle Abdeslam. Abdeslam, voilà. Non, j'ai pas dit l'autre. Pourquoi? Non, il a dit les autres. Ouais. Bon, vas-y Monji. Moi je suis pour qu'on participe à ce débat, disons au président Chiche. D'ailleurs, la coordination contre la racisme et l'islamophobie, nous avons publié une lettre au président pour inciter les gens en fait en donnant quelques arguments sur la question de la laïcité et pour en fait vraiment se saisir de ce débat-là et mettre sur la table la vraie définition de la laïcité, parce que en fait on s'est laissé piéger par ce qu'ils ont
les fossoyeurs de la laïcité du vivre ensemble, qu'ils ont miné en fait le pacte national en inventant une laïcisme, en mettant en avant un laïcisme, alors que la laïcité, depuis toujours, même sous la France, sous l'Algérie française, les Algériens demandaient et réclamaient et créé à corps l'application de la laïcité. Et il y a des propos qui sont dans la lettre qu'on trouvera, que vous pouvez trouver sur le site de la coordination contre la racisme de sur le site de France Maghreb 2 aussi. Ouais, toi tu fais ta pub pour tes trucs, toi, à chaque fois, Manji, hein, ça commence à m'énerver, ça, je te le dis, hein. Pardon. Non mais t'es gentil, je te laisse à chaque fois, mais au bout d'un moment il faut s'arrêter, mon ami. On sait que tu viens du CRI, on sait que tu viens du. Voilà, donc. Là, on l'a publié. Oui, bah nous aussi on a publié la lettre, mon coco. On peut trouver la lettre qu'on a publiée hier. On l'a publié sur le site de la radio. On l'a publié sur le site de la radio www.francemaghreb2.fr. Si tu me le permets, avec ton autorisation, j'envoie des auditeurs sur le site de la radio. Et cette lettre-là, il y a des arguments en faveur de la laïcité, on va dire, originelle, et qu'il faut se saisir de ce débat-là, et nous, on incite les gens à se mobiliser pour aller participer à ce débat-là, parce que si on laisse encore la place vide, la nature alors du vide, c'est d'autres qui vont s'engouffrer dans la brèche, et après, sinon, on va rester ici à pleurer. Moi, j'incite les gens à aller participer à ce débat-là, parce que c'est très important de se saisir de ce débat-là. Merci, Manji. Salut à toi, Manji. Non, mais c'est bien. Il parlait de laïcité originelle, mais la laïcité n'a pas bougé. Autant il y a des laïcistes qui se servent de la laïcité justement pour combattre toutes les religions, mais juste une précision, la laïcité est un bouclier et non un glaive. Donc on s'en sert pas pour justement attaquer les autres, mais au contraire c'est l'acceptation de toutes les religions et pas le refus de toutes les religions. Kamel est avec nous. Salut Monsieur Kamel, dites donc, on voit partout en ce moment, toi. Tu fais des apparitions dans les médias, mon petit Kamel. Eh bien oui, mon cher Christophe, et c'est pour ça, et j'en suis désolé, je me suis dit à plusieurs reprises qu'il fallait que je vous appelle, etc., etc. Maintenant, il y a un peu de matière, et bon, je salue les invités, les auditeurs. Est-ce que t'as enfilé ton gilet jaune ou pas encore, Kamel? mais oui, pour moi c'est une couleur lumineuse, donc on peut aller vers la lumière en portant ce gilet jaune, mais ne pas être l'idiot utile de l'histoire. Et c'est là où j'interviens par rapport à tout ça, parce qu'il y a de tout et du n'importe quoi, c'est une véritable histoire qu'il faudra retenir par ailleurs. Mon engagement, tu sais très bien que j'animais depuis 2011 un collectif qui s'appelle les Sans Étiquettes, donc quand les Gilets jaunes sont arrivés, c'est bien évidemment notre ADN, et on y a été. Déjà, pour commencer, un réflexe citoyen, c'est de faire barrage à cette extrême droite qui commençait à pointer du nez. Donc, c'est bien réussi, elle est en haut des sondages, hein, donc c'est super bien réussi, les gars. Non mais écoute, c'est un peu ce qui nous a entraînés à y aller. Et puis je te dis très sincèrement, ça fait 8 semaines que tous les samedis à 14h, nous sommes installés place de la République. Oui. Alors j'aimerais, j'en profite pour dire que vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse débattre de tout ça. Aujourd'hui, on nous fait ce grand débat. Moi j'aimerais vous donner la perception que nous avons. Parce qu'à un moment il faut se situer. Et nous on s'est situé tout simplement, on a eu ce réflexe, et je vais vous le dire, de dire, bon, pour organiser tout ça, pour voir un peu comment on pouvait se sortir, quelle est dans notre histoire commune, tout en étant un enfant de Moukahedin et tout, etc., comment je m'inscrivais, moi, ici, dans ce pays, par rapport à notre histoire commune, eh bien, la seule référence que j'ai eue, c'est celle du CNR, du Conseil National de la Résistance. Ok? Et ça, c'est... Non, mais je le dis très très précisément pour que les gens puissent également s'en inspirer s'ils le souhaitent. Mais c'est là où, à une époque bien donnée, les choses se sont organisées pour combattre un ennemi commun, c'est-à-dire la droite, la gauche, enfin tout. Aujourd'hui, nous avons un ennemi commun qui est la paupérisation de la société, la misère sociale et les égoïstes. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Il y en a un paquet alors. Il m'a fait peur. Non, mais j'entends. En ce qui concerne les égoïstes. C'est parce qu'aujourd'hui, ou bien, moi j'ai été également très engagé dans Nuit debout, et tu vois que ça a fait flop. Donc pour pas se retrouver dans ce genre de situation, il faut proposer des choses aux gens. Et ça, c'est une manière de voir les choses. Alors on nous dit aujourd'hui, et je voudrais le dire très précisément, parce que on nous dit il faut aller dans les mairies. Bon, alors il y a ce beau côté des mairies, très sympa, etc. Mais n'oublions pas tout de même, mon cher Christophe, que les mairies, elles sont aux mains des maires qui, pour la plupart, en grande majorité, sont inféodés par les partis politiques. Je parle de ces vieux partis politiques, que leur mandature, elle est liée aux partis et aux subventions qui touchent de leur parti, etc., etc. Donc, en fonction d'une direction politique, on peut douter de la transparence
du rendu qu'il y aura, quelle est la véritable transparence. Rien ne t'empêche, Kamel. Moi, je veux bien entendre tout ça. Je veux dire, à bout d'un moment, il faut râler, c'est très bien, mais c'est pas de râler, non, mais attends, Kamel, il y a des solutions. De cette manière, mais on peut se douter, vu la manigance qu'on nous a monté, les manigances qui ont eu lieu. Oui, mais Kamel, tu nous parles des mairies qui pourraient peut-être dénaturer le débat. Moi, je te parle surtout du pouvoir en place qui pourrait lui-même déjà dénaturer le fameux grand débat. Donc, avant de parler des mairies, mais t'as la possibilité, si j'ai bien compris, Abdeslam, Hanan, c'est de passer via une association ou un collectif. Pour organiser toi-même tes trucs, tes débats et en faire référence à la fin. Alors question, Abdeslam, est-ce que en tant que élu issu de la diversité, j'aime pas trop ce terme-là. Élu tout court, ça m'allait. Mais non, parce que les problématiques qu'on a à subir ne sont pas les mêmes. Oui. Donc est-ce qu'avec tes collègues élus qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont noirs ou arabes ou romains ou roms ou peu importe, est-ce que vous avez prévu de vous réunir et de faire un travail en commun? Mais écoute, le courrier n'est arrivé qu'hier. Moi, alors personnellement, moi je m'appliquerai justement dans ce grand débat national parce que il est question de porter haut les revendications des habitants des quartiers. Oui, mais est-ce qu'on va les revendiquer? On va les porter ensemble, parce que là, mais je veux qu'on les porte alors chacun dans son coin comme d'habitude. Mais je veux qu'on les porte ensemble. Alors qu'est-ce qui va être fait? Qui vas-tu contacter? Qui t'a contacté? Alors il y aura des points de convergence et des points de divergence. L'idée c'est qu'on puisse tout noter. Bon. On remonte tout et à ce moment, moi je prétends pas avoir la science absolue. Oui. Non, mais comme d'habitude, Abdeslam, malheureusement c'est un logiciel qui n'a jamais changé. Et qui ne changera malheureusement jamais. Peut-être qu'il va falloir attendre 3 siècles avant que peut-être cette communauté se fasse respecter une bonne fois pour toutes, parce qu'elle ne sait pas s'organiser. Elle n'a jamais su s'organiser. Et aujourd'hui, voilà, tout simplement. Moi, je fais ce constat. Il est terrible, c'est comme ça. Pour qu'elle se fasse respecter, il faudrait déjà qu'elle commence à voter. Et il faudrait déjà qu'elle se respecte elle-même, déjà. Oui. Non, mais là, je parle des personnes qui sont élues. C'est quand même, bien sûr. Oui, bien sûr. Fait partie d'un groupe d'amitié, connu ou pas connu. Donc, un groupe d'amitié, d'élus politiques franco-algériens. Il existe des groupes d'amitié, d'élus franco-marocains, franco-tunisiens. Voilà. Si on ne reste que sur cette, toute petite partie du Maghreb, est-ce que vous êtes capable de vous rencontrer? Évidemment. Et tu passes 2-3 coups de fil et on en reparle juste après la pub, Abdeslam, d'accord? Parce qu'il y a la pub. Merci Kamel en tout cas, et à très très vite mon ami Kamel. Et dans un instant on va avoir parce que ça fait du bien un peu de détente dans un instant en ce moment, en ces temps difficiles. On va parler théâtre, on va parler d'une pièce qui s'appelle Mariage arrangé. Et il paraît, Abdeslam, que la comédienne, elle est très très belle. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct pour le LGF, le grand forum avec Abdeslam Itache, avec Hanan Zawani et nos invités dans un instant. On va parler d'une pièce de théâtre qui joue en ce moment à Paris. Ça s'appelle Mariage arrangé et on essaiera d'en savoir davantage avec 2 comédiens qui seront avec nous dans un instant, parce qu'un peu de détente, on s'est dit, Abdeslam, en ces temps un peu compliqués, ça pourrait éventuellement faire du bien. Mais c'est tenter qu'on puisse se rendre le samedi au théâtre. Normalement, oui. On a besoin de décompresser. Alors pourquoi je parle de samedi? Parce que les Gilets jaunes étaient 84 000 selon le chiffre du ministère de l'Intérieur, puisque c'est le seul que nous avons en notre possession, à travers tout le pays. 8 000 à Paris, c'était le 9e acte de leur mobilisation. Et hier, elles étaient près de 200 gilets jaunes à défiler à Toulouse, 300 au Mans. Les femmes, c'est devenu une tradition maintenant, manifestent le dimanche. Alors, mobilisation en hausse, Abdeslam, pour cet acte 9. L'exécutif, les médias ont été obligés de le reconnaître. On parlera tout à l'heure dans le zapping de ces agressions qui se sont multipliées envers les journalistes. Et là, encore une fois, je tiens à faire une petite précision, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression de dire on condamne effectivement les violences, d'où qu'elles viennent, et quels que soient les gens qui sont concernés. Mais dès qu'on met un mais, on a l'impression qu'on légitime la violence. Il faut qu'on arrête dans ce chantage en permanence dans ce pays à vouloir que l'on nous incite à dire ce que les gens, ce que la bien-pensance donc nous indique de penser. Non, il y a effectivement des questions à se poser. Je condamne à titre personnel toute violence envers les journalistes, mais aussi envers, et je le précise, envers le peuple qui est victime de violences policières, de bavures policières depuis le 17 novembre. Et aujourd'hui, cette France qui découvre cette violence policière, eh bien, elle l'a subie. Il y a eu quand même des gens qui ont perdu les yeux, il y a eu des mains arrachées. Enfin, c'est absolument
hallucinant que personne ne dise quoi que ce soit ou n'ait rien à redire lorsqu'il concerne les gens lambda, le français, qui est touché par des bavures policières en permanence, et ce depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Oui, on condamne la violence des journalistes, mais on se demande aussi, moi je me pose une question et j'assume parfaitement ce que je dis, il faudrait que les journalistes fassent un peu leur travail et qu'ils arrêtent de mentir en permanence et d'instrumentaliser ce mouvement en le discréditant, en tout simplement disant de ce mouvement qu'il est fasciste, qu'il est antisémite, qu'il est homophobe, qu'il est je ne sais quoi. Faites votre travail, relayez ce que vous voyez sur le terrain, point barre. Et arrêtez après de vous offusquer dès qu'il y a une réponse et de dire que l'on condamne, encore une fois, qui n'est pas forcément la bonne réponse, mais au bout d'un moment, les gens en ont marre de cette manipulation à outrance ad extrême. Voilà, c'était un petit message que je voulais faire passer. Oui, je condamne, mais je mets des bémols concernant le travail qui est fait de la part de certains journalistes, de certaines rédactions, qui n'ont pas cessé depuis le début de faire du anti-gilet jaune primaire, et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Je peux dire deux choses positives. Bien sûr, tu peux dire deux choses. Deux choses positives. La première, je vois que ça s'organise. Il y a un mouvement de service d'ordre oui, de la part des Gilets jaunes, qui est une très très bonne chose. Enfin, ils prennent conscience qu'il faille structurer, et c'est le propre des syndicats d'ailleurs qui manifestent, parce qu'on a toujours un service d'ordre, on a toujours des interlocuteurs, ou la préfecture a des interlocuteurs avec qui pouvoir parler, déterminer le parcours et qui se rendent responsables de l'événement. Ça, c'est le point super positif. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup moins de violence ce week-end que les autres week-ends. Donc il y a quand même une prise de conscience qui est possible, et il faut faire attention à une chose, c'est ne pas s'en prendre aux journalistes, parce que du coup ne pas s'en prendre à personne, Abdeslam. Non, mais surtout aux journalistes. Oui, à pourquoi personne, surtout aux journalistes? Pourquoi ils sont supérieurs aux autres? Je précise, à personne, et encore moins aux journalistes, parce que les Gilets jaunes risquent de perdre le combat de l'opinion, parce que ça peut très vite se retourner. Tu sais, pendant la guerre du Vietnam, tu sais comment la guerre. Quand j'entends surtout aux journalistes, moi, ça me fait bondir, Abdeslam. Elle s'est perdue à cause d'une image, d'une petite fille qu'on avait vue courir nue, brûlée par le napalm, et ça a retourné l'opinion américaine, et subitement ils ont dû retirer leurs troupes. Donc le combat de l'image est quand même important, et bien sûr ne pas agresser ni les journalistes, ni les gilets jaunes, et ni les forces de l'ordre. Il y a certains journalistes d'ailleurs qui ont même été victimes d'intimidation policière, à l'image de quelques confrères de RT France. Voilà, c'est visible sur les réseaux sociaux. Donc moi je veux dire, quand on me dit surtout aux journalistes, surtout aux policiers, non, il n'y a pas de surtout, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de gens supérieurs aux autres, d'accord? Il y a des gens qui effectivement ne sont pas d'accord, qui sont pour certains en train de manifester depuis le 17 novembre dans les rues. Il y a des gens qui veulent préserver cela et veulent casser le mouvement. On ne veut pas cette confrontation, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de supériorité, d'accord? T'es pas journaliste, donc t'es pas supérieur aux autres. Non, le fait d'être journaliste ne te montre pas à un grade supérieur. Idem d'ailleurs pour un député, pour un ministre, bien normal, bien en face à Jean-Luc Mélenchon. C'est moi la République. Non, c'est tout le monde la République, d'accord? C'est le peuple français, et il faudrait un moment ou un autre que l'on dénonce toutes les violences. Je dis bien toutes les violences qui sont recensées depuis tous les samedis, depuis le 17 novembre, et qui concernent, désolé de le dire, ça va peut-être faire bondir, mais qui malheureusement qui a payé le prix fort, c'est le peuple, qui a été victime de ces bavures policières. Et moi j'en appelle à monsieur Castaner, qui fanfaronne dans tous les médias, remettez de l'ordre dans votre police nationale, parce que ça commence à suffire, et à jouer à ce jeu-là, ça va devenir très dangereux. Ce qui est hallucinant, mon cher Christophe, c'est qu'on a eu, je t'en prie, la colère est partagée, en tout cas les interrogations et les questionnements. Ce qui est par contre hallucinant, c'est qu'on a eu effectivement plusieurs bavures policières entre guillemets concernant des tirs de flashball, et que là on entend il y a à peine 3 jours que le ministère de l'Intérieur en recommande à nouveau pratiquement 1500, alors que les associations sont mobilisées pour demander l'interdiction de cette arme, en fait, tout simplement. Et là, ça pose réellement question sur la volonté d'apaiser les relations avec nos concitoyens, tout simplement. Je sais pas si vous avez vu les images d'une femme ils étaient à 4 sur elle. Alors crier d'arrêter, une vieille femme à Bordeaux, à l'abri de bus, à l'abri de bus. Ce genre d'image, c'est scandaleux, c'est indigne de ce pays qu'est la France. Vraiment, les policiers sont là effectivement pour ils font un travail difficile, il faut pas le nier. Depuis 2 mois maintenant, ils sont sollicités, etc. Mais attention,
attention parce que ça, on frôle chaque samedi la bavure de trop et ça peut vraiment très mal finir. Donc essayons de nous calmer tous et de relativiser, mais cessons de mettre des supériorités dans la condamnation des violences. Oui, on condamne les violences faites contre les journalistes, tout comme envers toute personne, mais aussi on condamne les bavures policières qui sont pratiquées depuis 2 mois maintenant. Ça suffit, trop c'est trop. Et sans le vouloir, Abdeslam, tout à l'heure, t'as dit ce que moi je considère une bêtise, c'est surtout quand on est journaliste. Non, il n'y a pas de surtout. Non, on condamne la violence contre les journalistes. Et on condamne aussi la violence, donc comme je le disais. Je me suis peut-être mal exprimé. Oui, non, mais c'est pas grave parce qu'on est formaté en fait. C'est pour ça que je dis ça. Je condamne toute forme de violence pour tout le monde, qu'on soit agent de police, qu'on soit simple citoyen ou qu'on soit journaliste. Je dis seulement, et j'apportais juste une précision sur le pouvoir de l'image. Tu sais, on parle du 4e pouvoir, qui est le pouvoir médiatique. Exact. Et que justement, là, il y a une bataille qui risque d'être perdue si subitement on se retrouve avec des journalistes qui sont lynchés. C'est vraiment mauvais. Peut-être que ces journalistes vont commencer à aller voir le pouvoir en leur disant maintenant ça suffit, faites quelque chose parce que nous on peut plus faire notre travail comme il faut. Mais voilà. tu sais, la plupart des journalistes qui sont sur ces mouvements-là sont des pigistes. Ils sont envoyés, ils ont un statut d'auto-entrepreneur. Oui. Ils sont appelés par un média qui leur dit s'il vous plaît, vous allez me couvrir tel événement. Le type il va avec son scooter, il le gare 500 mètres plus loin. Mais les censeurs ils sont derrière tranquilles dans leur bureau. Et ils travaillent ni pour BFM, ni pour CNews, ni pour personne. Bon, on va accueillir vite fait Abdel, on est un peu en retard, on va accueillir nos invités dans un instant. Abdel, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi je voudrais saluer, je sais que t'es écouté dans tout le Maghreb, Christophe, et voilà, j'ai appelé pour ça. Je voudrais saluer les pays arabes, les pays africains qui ont fait preuve de retenue dans ce qui se passe en France. C'est une chose que la France n'a pas faite envers Kadhafi et Saad, c'est-à-dire que quand il y a eu des manifestations là-bas, la France est empressée, et j'en suis sûr, et d'autres pays, d'envoyer les services généraux pour livrer des armes et de l'argent pour transformer ces manifestations pacifiques en guerre, et on sait ce qui se passe aujourd'hui. Les pays arabes, félicitations à vous si vous m'entendez, même les pays africains. La Russie a levé le ton et se fout une gueule, a dit à Poutine, je demande à monsieur Macron de pas massacrer son peuple. Les pays arabes auraient pu faire la même chose, de ne dire à Macron de ne pas massacrer leur peuple, parce que c'est ce que nous on a fait. On a dit aux pays arabes, arrêtez de massacrer votre peuple, parce que c'est très 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 facile. Il suffit de quelques services généraux, un peu d'argent mélangé aux gilets jaunes. Vous imaginez des services généraux étrangers venir dans une manifestation avec des gilets jaunes, ils trouvent des armes où ils veulent en France, ils tirent sur les policiers. Allez Christophe, t'as une guerre civile, la France est dans la merde, les Français prennent les armes, c'est terminé pour la France, c'est une vraie merde. C'est pour ça qu'il faut pas en arriver là, il faut surtout prévenir et calmer tout le monde. Et ne pas essayer de monter justement une partie de la France contre l'autre. Et j'ai l'impression, et peut-être à tort, j'espère me tromper vraiment, que c'est ce que est en train de faire, j'allais dire le pouvoir et les médias aujourd'hui, d'essayer de monter une France contre l'autre. Et attention, vraiment, on est là pour alerter. Nous voulons préserver ce vivre ensemble auquel nous aspirons et auquel nous ne voulons pas qu'il soit entaché d'une erreur ou d'un amateurisme qui est pratiqué depuis maintenant quelques mois, depuis en tout cas dans la gestion de cette crise des Gilets jaunes. Attention, il faut que tout le monde se reprenne, se calme, mais pas de supériorité. Moi, je m'y refuse en tout cas. Voilà. Christophe, si tu permets, juste sur la France qui donne des leçons mais ça, c'est clair. Au niveau mondial sur le comportement qu'il faille avoir avec les citoyens. Moi, je tiens juste à te rappeler qu'à l'époque où Michel Alliot-Marie était ministre, elle était en Tunisie. Des Affaires étrangères. Oui, des Affaires étrangères, et elle expliquait à l'État tunisien comment mater son peuple, et qu'elle était prête à envoyer des cadres gendarmes et policiers pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'on mate la rébellion. Exact. Tu as raison de le rappeler. Bien joué. Et c'est vrai que la France est un pays qui va vite donner des leçons aux autres, mais quand il s'agit de se regarder dans sa glace, là, il y a plus personne. C'est un peu plus compliqué à assumer. Bon. Allez, les gilets jaunes, on les range. En tout cas, pour aller au théâtre, si vous le voulez bien, ma chère Hanan, mon cher Abdeslam, c'est l'entretien du LGF. Entretien du LGF, donc, comme je disais, qui nous emmène au théâtre. Ma chère Hanan, présente-nous nos invités aujourd'hui. Tout à fait. Donc, cher auditeur, chère auditrice, donc nous sommes avec Samir Talaoui. Bonjour Samir. Talaoui. Bonjour Samir.
Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue, merci. donc de la pièce mariage arrangé, donc mariage arrangé, mariage, plus loin A, et rangé R-A-N-G-E-R. Voilà, en 3 mots. Donc tu vas nous expliquer, mon cher Samir, l'évolution entre mariage arrangé et mariage arrangé. Ouais. Et avec nous, donc nous sommes également avec Awatef, donc Awatef Lamani, donc comédienne dans la même pièce. C'est ça. Qu'on a, enfin que les Marocains connaissent très bien suite au fameux clip du chanteur Jarod, c'est comme ça qu'on dit à Awatef. On n'avait pas le droit d'en parler. Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais j'espère que c'est parce Bonsoir. Bonsoir, pardon. Excusez-moi. Oui, Je vous en bonsoir. Alors, vous avez bien fait. Ce qu'on retient de toi, effectivement, Awatef, c'est ce clip et puis ces fameuses Vous êtes apparu dans un vidéos. clip de Saad Lamjared. Oui, oui, Ah, un fameux clip, c'est énormissime. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle veut pas qu'on en parle, Bah, en même temps, Awatef. il a pas forcément une super réputation, quoi, Saad Lamjared, c'est pour ça. En tout cas, on aura retenu ce visage, ce Oui. talent de comédienne que j'ai découvert moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notamment à travers des capsules vidéo. Donc, ravi de vous accueillir, Samir et Awatef. Et Merci. vous êtes couple dans la pièce? Dans la pièce, on est mariés. Ah oui. C'est ça. D'accord. Bon. Alors, mariage arrangé, c'est pas une nouvelle pièce, ça. Ça fait un petit moment que ça dure. C'est ça, ouais. On est. Il me semble d'ailleurs vous avoir reçu. Non. C'est pas vous alors? Ah si. Comment ça, Mais non? Ah bah voilà, bravo Ah oui, Samir. Mais Je dis bien, Samir a une mémoire. Non, en fait, c'était Mais au c'était avec téléphone. Laïla, je crois, non? C'est ça, et c'était du téléphone, c'est pour ça. Ah bon En fait, je suis pas venu, mais on avait échangé, j'étais au téléphone et. Raconte-nous l'histoire de la pièce un petit. Enfin, pas l'histoire, Ouais. l'historique de la création de la pièce. Depuis quand elle se joue? Voilà. Alors en fait, elle joue depuis octobre 2014. D'accord. Voilà, on a commencé dans un petit théâtre. Et c'était vous déjà, les Ouais, comédiens? C'était moi parce que moi je suis l'auteur de la pièce aussi. Ouais. Ok, je joue dedans. Moi j'y suis depuis le début, donc ça va faire 5 ans. Et Awatef nous a rejoint il y a 2 ans, je crois. Il y a à peu près 2 ans. C'est ça, Awatef, hein? Ça fait 1 an et demi. Un an et demi. exactement, ouais. Un an et demi. Elle Voilà. s'en souvient, hein, ça l'a marqué. Oui, c'est en juin. Oui, parce que c'est ça concorde avec mon arrivée sur Paris. Donc du coup, Tu viens d'où? j'ai vécu au Maroc. Ah, d'accord. Donc pendant 4 ans. Je suppose que ça doit être. Oui, ça doit changer quand même. Oui, ça change. Ne serait-ce qu'au niveau du effectivement. climat. Le climat, tout. Enfin, il y a ouais. plein de choses qui changent entre D'accord. Paris et le Maroc. Hein. Et c'était une certaine Laïla avant, non? C'est ça. En fait, on est plusieurs comédiens. Donc vous êtes venus, hein, je te précise, vous êtes venus, tu t'en rappelles plus, vous êtes venus tous les deux à la radio. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Et merci encore d'ailleurs En tout cas, de nous accueillir. vous avez, parce qu'on Ouais. vous voyez, Samir, vous avez le talent quand même de trouver des comédiennes ravissantes. Ah ben oui. Les meilleurs. Croisant un œil d'expert, hein, franchement. Ouais, Voilà. ouais. Donc déjà c'était. Et bourré de talent en plus. Et bourré de talent en plus. Donc cette pièce existe depuis 2014. C'est ça. Alors on m'a dit, parce que je l'ai pas vu, Ouais. il y avait beaucoup de clichés à l'intérieur. Est-ce vrai? Bah en fait on en joue des clichés, donc oui, on tourne en dérision les clichés, donc c'est du théâtre de boulevard, donc forcément on grossit un peu les traits et c'est un peu le but quoi, mais toujours avec de la bienveillance. Il y a toujours un peu la thèse et l'antithèse quoi, c'est-à-dire que on n'est pas en train de se moquer. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu le déroulé de la pièce. En fait, le déroulé de la pièce, c'est que c'est l'histoire d'un coureur de jupons qui s'appelle Karim. Ouais. C'est un peu le rebeu, je sais pas, on peut dire francisé, je sais pas si on peut dire ça. C'est le rebeu qui est complètement détaché de la culture de ses parents, mais complètement, c'est-à-dire qu'il parle pas l'arabe. Il a grandi en France, il ne connaît rien à la religion de ses parents, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la religion. Ouais. Il est entouré de ses amis et en fait, lui, sa grand-mère va tomber malade. Et sa dernière volonté, c'est que son petit-fils soit marié, parce qu'elle sait que c'est un peu un coureur de jupons. Elle aimerait qu'il soit un peu qu'il se casse, plus stable. Ouais. Voilà, tout simplement. Et comment donc, s'appelle le casting? Pour trouver le casting. faut trouver la future madame. Oui. Alors en fait, parce que j'ai vu la bande annonce. Ouais, c'est ça. En fait, son père lui montre le Mektoub magazine. En fait, le Mektoub magazine, c'est le Mektoub.com sur papier. Voilà, c'est une sorte d'agence matrimoniale qui propose des catalogues avec des hommes, des femmes. Et lui, il est tombé sur le profil de Leïla. Il était pas trop emballé pour se marier, mais il a vu Leïla et là, il est tombé amoureux. Quoi, il est tombé amoureux d'une photo.
et il a signé pour se marier avec une totale inconnue. Alors il faut voir le moment où Leïla justement débarque dans cet appartement que le monsieur donc a pris donc pour que vous puissiez vivre ensemble. C'est ça. Et là elle est totalement choquée quoi. Bah c'est ça en fait, c'est-à-dire que qu'ils vont se découvrir lors de leur cohabitation. Et c'est un peu une wesh qui débarque quand même. Hein. C'est ça. J'ai pas envie de tout dévoiler parce que c'est vrai que c'est la surprise. Ouais. C'est la surprise. C'est vrai que Leïla en fait c'est tout le contraire de Karim. Autant Karim c'est la caricature du rebeu francisé comme on dit. Je sais pas si elle est sympa cette expression. On peut la dire. Mais on peut la dire. Je pense que certains comprendront. Et Leïla c'est la rebeu de cité quoi. En fait. Donc deux Français d'origine maghrébine totalement différentes et au caractère complètement différent qui vont devoir cohabiter et peut-être s'aimer. Hanan. Oui, alors Samir, moi cette pièce j'ai eu l'occasion de la voir invitée par mes amis, je crois il y a un petit peu plus d'un an. Ouais. Mon avis était assez mitigé. Donc le théâtre magnifique, on a été vraiment bien reçus. C'est au théâtre. Alors si c'est toujours au même endroit, c'est 17 Cité Jolie dans le 11e arrondissement. Le passage vers les étoiles. Voilà, donc un très beau théâtre, on avait un bel accueil, la salle était pleine. Ouais. Mes copines étaient mortes de rire et moi en toute sincérité, j'ai eu du mal à me dérider en fait quand justement Leïla apparaît et que là on a face à nous une caricature de la banlieusarde et là je me dis mais mince qu'est-ce qu'a loupé le réalisateur, je sais pas si on appelle si c'est le terme pour quelqu'un l'auteur l'auteur de cette pièce de théâtre. J'ai vraiment pris sur moi pour pas plomber l'ambiance auprès de mes copines, recueillir leurs sentiments effectivement à la fin de la pièce. Bon bah Souad, Gina, comment vous avez trouvé? Ah c'était génial, etc. Et je me suis posé la question, écoute Hanan, est-ce que tu es pas trop politisé? Est-ce que tu ne poses pas trop de questions? Mais sachant qu'on est stigmatisé dans les médias, je milite justement contre cette stigmatisation et les discriminations qui sont faites notamment à l'encontre des personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Là j'ai trouvé vraiment fort de café. Voilà. Donc ça c'est mon sentiment. À côté de ça, effectivement, la pièce est très bien construite. Les acteurs étaient vraiment très bons. J'ai réussi à rigoler un petit peu, mais dès le démarrage, en réalité, ça m'a vraiment refroidi. Voilà. Alors, est-ce que justement, toi, tu as eu des critiques par rapport à cette caricature de tes personnages? Bah alors, en fait, des critiques forcément, on en a. Alors moi, justement, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que on a quand même Leïla qui est la caricature de la banlieue de cité. Oui. Mais il faut pas oublier Karim. Oui. Ah oui, c'est une sacrée caricature aussi. Oui. C'est-à-dire que Karim, c'est pas un mec de cité. C'est pas une Kaira. Il est marrant. Mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, on a du mal à concevoir que, parce que ça existe, hein, des filles, des meufs, des filles de cité, ça existe complètement. Bien sûr, à ce point-là, pas forcément. Mais justement, il faut pas oublier qu'il y a Karim, qui est d'origine maghrébine, qui est intégré, qui parle un bon français, qui a de l'humour, qui n'est pas méchant. Mais en réalité, on présente Karim comme une caricature, mais non, je pense que la plupart de nos concitoyens français d'origine maghrébine, en tout cas, je pense dans leur majorité, ils ressemblent plus à un Karim que à une Leïla qui bugle, qui ressemble, qui est juste très très animal. C'est il y a quand même pas mal de mecs qui ressemblent à Leïla aussi. Oui. Ça, c'est vrai. Après oui. En fait, c'est un style qu'elle se donne en fait, Leïla, non? Et en fait, si je peux me permettre d'intervenir. Moi, je pense que les gens sont tout à fait conscients que quand ils viennent au théâtre, surtout qu'ils savent que c'est un boulevard qu'ils viennent voir, c'est caricaturé, ce n'est pas une réalité. Bien évidemment qu'aujourd'hui, Leïla, du moins j'espère, moi des fois ça m'est déjà arrivé de sortir de scène et que des gens me disent ouais, j'ai déjà vu des filles qui ressemblaient à ce personnage. J'espère que non, parce que c'est vraiment caricaturé, mais c'est un boulevard, c'est justement rire de choses qui j'espère du moins n'existent pas, et si elles existent, effectivement moi je me reconnais pas et je suis pas ce personnage ne me ressemble pas et ne ressemble pas à la majorité des gens avec qui je bois des cafés ou autres, mais il est caricaturé. En fait, c'est un boulevard. Après, la pièce de théâtre, c'est un boulevard. Et après surtout qu'au final, si tu te souviens un peu de la pièce, la seule qui ment pas, la seule qui est honnête, la seule qui est sincère, c'est Leïla en fait. Donc, Karim, il fait des bêtises. Malgré son caractère bien trempé et son côté wesh, elle est attachante, elle est pas que méchante.
en fait, on voit que c'est pas une mauvaise personne. Après, bon, c'est vrai qu'elle est en train d'évoluer, la pièce. C'est une pièce qui évolue constamment. Et on lui fait des petits arrangements, un petit lifting de temps en temps. On lui fait, bien sûr, mais j'ai une question à poser à Watef, parce que en fait c'est très intéressant son parcours. Tu nous viens du Maroc, tu nous disais, tu t'es installé en France. Comment t'as atterri au théâtre? Comment s'est faite cette rencontre? Est-ce qu'il y avait déjà un passif théâtral au Maroc? Et ma troisième dernière question, ça doit être compliqué quand même de jouer un rôle que finalement tu n'as pas amené à côtoyer, pas été amené à côtoyer finalement. Alors, je vais répondre à la première question. Donc, je suis née, j'ai grandi en France et je suis partie vivre au Maroc pendant 4 ans pour faire du cinéma là-bas. D'accord. Donc non, je n'ai pas fait de parcours théâtral au Maroc. Ma première expérience dans le théâtre s'est faite il y a 1 an et demi avec la pièce Mariage arrangé. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, de venir à Paris et d'être sur une pièce de théâtre pour mon parcours professionnel. Ensuite, je crois que je réponds à la deuxième question en répondant à la première. Et la troisième question qui est si ça n'a pas été difficile. Si, mon casting a été d'ailleurs chaotique. Parce que moi, je viens du cinéma et au cinéma, on nous apprend à être très naturel et surtout pas caricaturer un personnage. Et j'avais pas le sens du boulevard. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée au casting, moi, je l'ai joué pas réellement pour utiliser le terme Kaira. J'ai pas joué très animale et très violente, et en fait j'ai compris le principe du boulevard, et du coup j'ai compris qu'il fallait surjouer. Donc ça a été un travail, on a répété pendant presque 2 mois pour arriver à ce personnage, et puis il évolue, et moi j'ai évolué. Aujourd'hui, Leïla, le personnage de Leïla, je l'adore. Avant, au début, j'avais un peu de mal avec. Un peu de mal à s'assimiler. Et en fait, au fur et à mesure, non seulement j'ai réussi à aimer le personnage, et puis en plus de ça, à le jouer et à apporter des touches et à apporter des choses, et il évolue constamment au fur et à mesure. Mariage arrangé, c'est le nom de la pièce dont on parle avec les 2 comédiens. Vous êtes comédiens. C'est ça. Ouais. Auteur, toi, Samir? Ouais, auteur aussi. Et donc 2 comédiens avec nous sur France Maghreb 2. Restez avec nous, on continue d'en parler de ce mariage arrangé. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum en ce lundi 14 janvier, et c'est un entretien aujourd'hui un petit peu plus léger et apolitique, un petit peu comme le mouvement des Gilets jaunes en ce moment. Les mariages arrangés, c'est quand même un thème sociétal, bien sûr, c'est un thème sociétal qui est très important. On y retourne avec donc mariage arrangé, puisque les 2 comédiens sont avec nous, ainsi que l'auteur Hanan Zawani. Tu nous la représentes. Alors donc j'aime bien te faire galérer oui. Chers auditeurs, chères auditrices, vous savez très bien que j'ai la mémoire des prénoms et des noms de famille. Donc Samir, Talhaoui. Voilà, et Awatef Lahmani. Voilà, enchanté, bienvenue à nouveau. Merci donc encore. pour cette pièce Mariage arrangé. Moi, j'aurais souhaité passer un tout petit peu plus de temps à discuter avec Awatef, mais poser également les mêmes questions à Samir, et que tu nous expliques en fait quel est ton parcours dans le cinéma. Aujourd'hui, tu es une vraie professionnelle, hein, c'est pas il y a une formation, il y a des films de renom qui ont été tournés. Donc nous parler un petit peu plus de toi, Awatef, s'il te plaît. Alors mon parcours, à la base, moi je suis chargée de prod et directrice de casting pendant 6 ans. Et ensuite, je suis passée, j'ai fait du théâtre, les cours Florent ici à Paris, et je suis partie au Maroc faire du cinéma au Maroc pour des raisons personnelles. J'avais pris cette décision. Je m'étais dit que si j'avais envie de faire du cinéma, j'aimerais bien pouvoir participer au cinéma marocain. Donc je suis partie au Maroc, qui m'a ouvert ses portes. J'ai eu cette chance. Pour une première année, j'ai fait un film. La deuxième année, j'en ai fait 3. La troisième année, j'en ai fait, je crois, 6. Et puis crescendo, j'ai eu cette chance de pouvoir participer au cinéma marocain et étranger, parce que le Maroc, c'est une plateforme de plein de cinémas, même qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient américains. Il y a beaucoup de films qui se tournent là-bas suite à des studios ou à des, comme le Warzazet où il y a des films américains qui se font, etc. Il y a des superbes studios au Maroc. Donc du coup, j'ai eu cette chance, et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de revenir à Paris. Alors juste peut-être revenir un tout petit peu sur le Maroc, Awatef. Est-ce qu'il y a un réalisateur ou un film en particulier qui t'a marqué? Je crois que le film qui m'a le plus marqué, alors de manière très étrange, c'est un court-métrage
mais c'est vraiment, il y en a 2 en fait, et les 2 sont des courts-métrages parce que en fait le premier c'est Ligné parce que aujourd'hui le réalisateur, on va partir ensemble sur un projet de long-métrage, donc du coup et c'est mon premier film et qui a été sélectionné en festival, donc j'ai commencé à connaître un petit peu plus le milieu cinématographique grâce à ce film qui m'a ouvert des portes vers d'autres films, et un autre film qui s'appelle ML qui a été projeté d'ailleurs ici à Paris. Et ce film, c'est vraiment pour le personnage, l'histoire de ce personnage, l'histoire de ce film qui m'avait beaucoup touchée, et j'avais eu un moment en tant que comédienne que j'ai vécu sur ce film pendant le tournage qui m'a bouleversée, et puis pareil, la réalisatrice, on est devenus amis, et donc du coup voilà, c'est mes 2 films que je sélectionnerai. Après il y a Hayat qui est un long métrage qui lui m'a permis de faire le tour du Maroc pendant cette semaine. Et puis il y a le prochain qui sort en 2019 qui s'appelle Son of Berbia, qui pareil, lui c'est le dernier et il me touche beaucoup aussi. Quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Il y a une très grande différence et je suis incapable de choisir entre les 2. Alors le théâtre, je le découvre depuis 1 an et demi, et en fait c'est le rapport avec le public qu'on a au théâtre. Cette proximité. La proximité avec le public, et puis on a on joue du jeudi au dimanche, et du jeudi au dimanche c'est un public complètement différent le jeudi on a un public, le vendredi on a un public, le samedi on a un autre public, et il y a une proximité, on a le rire direct, puis on n'a pas le droit à l'erreur, et qu'on soit malade, c'est le trac, on l'a toujours, hein, et puis on a toujours l'appréhension de pas réussir à attraper notre public, de pas le faire rire, trou de mémoire. Trou de mémoire, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois. Ouais. C'est ma 200e représentation, et je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, et c'était sur scène, et c'était assez drôle. Ce qui est marrant, c'est que ça détend le public, en fait, ils comprennent qu'on est humain, donc du coup les trous de mémoire, c'est pas si... Ah non, faut pas en avoir. Ouais. Il y a le metteur en scène à côté, il va me regarder. non. Donc il y a une grande différence, et en même temps ça va ensemble, moi je trouve. Bon, Samir, peut-être qu'il est intéressant quand même de rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent où ça se joue. Je crois qu'il y a eu une tournée en France d'ailleurs de mariage arrangé. Oui, on a. Là, on revient de Vichy d'ailleurs. On a joué ce week-end sur Vichy. On a tourné un peu partout en France. On a fait le festival d'Avignon. On a joué à Marseille, Nice, Limoges. Et là, on va retourner à Lille début février. D'accord. T'as les dates à Matef ou pas? C'est le week-end du 11, me semble-t-il, 8, 9, 10, un truc, c'est pas... Voilà, le 2e week-end de février. On sera à la Comédie de Lille, où on vient jouer à peu près 2 fois par an dans un magnifique théâtre. Et on s'éclate bien. On a même joué au Maroc d'ailleurs. Ah oui? Ah ouais, on a joué au Maroc. Quel était l'accueil du public au Maroc? Alors au Maroc, ça dépendait des villes surtout. Ouais. Ça dépendait des villes. Et au niveau de la promo, en fait, on a surtout joué pour des gens qui n'allaient pas au théâtre. Ouais. Donc c'était pour des associations, et puis on a essayé de vraiment de casser les prix pour que ceux qui n'ont pas les moyens de payer, je sais pas, peut-être 40 € pour aller voir le Jamel Comedy à Marrakech, viennent presque gratuitement. En fait, à la base, nous on est parti pour récolter des fonds pour des enfants atteints du cancer au Maroc, soutenu par la princesse, et du coup en fonction des villes comme par exemple Tanger, très belle ville, hein. Moi je suis originaire de là-bas, il y avait une partie de la population qui comprenait pas le français dans le public. Ouais. Donc c'était un peu plus délicat, mais sinon ça s'est tout le temps bien passé. On a censuré quelques scènes en fonction de certaines villes. Ah oui? Ouais, bah oui. Pourquoi? Bah oui, parce que nous moi en fait quand j'écris, je m'interdis rien dans l'humour en fait. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, il y a certaines scènes où on voit des bouteilles d'alcool et on m'avait conseillé de les enlever. Donc voilà. Le string aussi a disparu? Non, il est toujours là le string. Attends, c'est un personnage le string. Hein. Non, il est là parce que après en même temps, faut arrêter le Maroc, c'est pas. C'est tout ce qu'elle a retenu à la pièce. Je dis ça, je dis rien. Après c'est pas voilà. Non mais c'est voilà le truc c'est que c'est pas une pièce communautaire au final. C'est une pièce où il y a des bouteilles d'alcool, il y a des strings. Bon, il y a pas que ça quoi. Ouais, c'est la vie quoi. Ouais, ça peut choquer un certain public ça. Ça peut choquer, mais c'est dommage que ça choque. En fait, parce que au final,
Alors c'est où le théâtre, on rappelle, où ça se joue du jeudi au dimanche. Ça se joue du jeudi au dimanche au théâtre Le Passage vers les Étoiles, c'est dans le 11e arrondissement. Passage vers les Étoiles, c'est ça? Ouais, le Passage vers les Étoiles. C'est métro quoi, c'est la République? C'est métro Père-Lachaise ou Saint-Maur. D'accord. Ah oui, d'accord. Saint-Maur. Très bel endroit, c'est petit, c'est En fait, on a deux salles. On a une petite salle très mignonne avec des beaux sièges et une grande salle. Donc voilà. Ça dépend de l'influence? Ça dépend de l'influence. D'accord. Ça nécessite surtout de matériel, une pièce comme Mariage arrangé? Bah quand même quoi, il faut un salon, mais il faut pas, ça nécessite pas beaucoup d'effets spéciaux, donc c'est un salon, donc pas grand chose, des tableaux, c'est surtout le jeu des comédiens qui font briller la pièce, c'est pas le décor. Et Mariage arrangé, elle a une durée de vie de combien? Pour l'instant ça remplit, donc on est demandé, donc ça fait 5 ans que ça tourne là. Ça fait 5 ans, ça fait 5 ans. Combien de spectateurs reçus à peu près? Non, ça la question piège. C'est compliqué. Non, mais c'est sans. Combien de représentations? Je sais même pas. Je pourrais même pas dire. Je dirais. Déjà moi, ça fait 1 an et demi. Je suis à ma 200e. Je dirais 400. Plus de 50 000, ça c'est sûr, de spectateurs. Une adaptation peut-être au cinéma qui a encore d'écriture. J'allais poser la question. Voilà. Ouais. Et puis la suite. La suite du mariage arrangé. C'est ça. C'est le divorce. En fait, c'est l'évolution. C'est l'évolution du couple en fait. Ouais. Voilà, l'évolution du couple parce il va pas divorcer ce couple. Il va pas divorcer, mais ils sont toujours à 2 doigts de divorcer de toute façon. C'est toujours très compliqué entre eux, mais en général après le mariage, qu'est-ce qu'on dit? Après le mariage, les soucis, les enfants. Les enfants. Je veux dire, les emmerdes commencent. Ah oui. Après le mariage, les enfants. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Il a pas d'enfants encore ce couple. Ah non, ils viennent de se découvrir. Ouais. Et Aïda, on imagine un peu ce que ça va donner avec son enfant. Oui. Peut-être d'ailleurs que ça va lui faire du bien, que ça va l'adoucir. Oui. Oui. Et Karim va peut-être grandir dans sa tête aussi. C'est ça. Ça permet de faire évoluer les parents. Enfin, on apprend de toute façon à être parent. On devient parent. On ne naît pas parent. Donc c'est qu'en ayant des enfants qu'on découvre ce que c'est qu'être parent. Bon, ça coûte combien pour aller boire mariage arrangé? C'est pas cher. Ça dépend. Non, mais sur billet réduc? Ouais, on est sur billet réduc, Groupon. Il y a des places entre 10 et 20 euros. Il y a 4 comédiens. Ça dure 1h15. Honnêtement, je pense qu'au niveau du prix, on est plutôt abordable. D'accord. Il y a donc des dates à part le Lille là, parce qu'on est écouté un peu partout en France. Faites-en, Alors oui, non, on est à Lille. On va bientôt jouer en banlieue aussi. Sûrement à Argenteuil bientôt. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on joue en Alsace. Donc s'il y a des gens d'Alsace. Pourquoi l'Alsace? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que il y a ma famille là-bas en fait. Ah ouais. Et ma sœur a 4 enfants. J'ai ma maman, ma grand-mère qui vivent là-bas et ma tante, mes cousins, et ils aimeraient me voir sur scène et donc voir cette pièce sur scène, mais ils peuvent pas tous venir sur Paris. Quelle image ils vont avoir de toi? Ah oui, non mais là, ils vont dire que. Mais en fait, la pièce, elle a évolué. Elle a pas mal évolué. Donc toi, Hanan. Tu devrais revenir là-bas. Ouais, tu devrais revenir parce qu'elle a évolué. Oui, Elle a évolué. En fait. Peut-être jeudi soir. En fait, pour tout expliquer, il y en a plein qui vont venir exprès pour rencontrer. Je le dis ou pas? Je sais pas s'il faut le dire. Dis-le, Samir, vas-y, dis-le. Non, alors moi je pense que. Ça dépend d'un Watef. Moi, je pense que il faut revenir. Enfin, pour ceux qui ont vu la pièce au début et qui se sont dit clichés, nanani. Non, même qui se sont même pas dit clichés, qui ont adoré la pièce aussi, ceux qui l'ont pas aimé, ceux qui l'ont aimé. Moi, je les invite à revenir la voir. Pas de manière parce que pour faire de la promo inutile, vraiment parce que la pièce, il y a un nouveau élément qui explique et on comprend pourquoi le personnage de Leila est comme ça, qui est très important, et je pense que ça va adoucir certaines personnes. Suivez mon regard. Bon, alors c'est jeudi, c'est tous les jours à la même heure? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Voilà, du jeudi au samedi à 20h et le dimanche à 18h. D'accord, dimanche, on démarre plus tôt. Forcément. Ouais, c'est ça, on travaille lundi, ça va la cool. Oui, Abdeslam. Moi, si tu permets... vas-y, je t'en prie. J'ai resté attentif. Ah oui, mais je vous ai écouté religieusement. Alors, j'ai bien vu les religieusement, c'est... Ah mais ça c'est quand je dis pas un mot. Grave. Je suis de nature à couper la parole régulièrement. Mais moi ce que je voulais m'adresser au personnage que tu incarnes. En fait,
on cherche à te marier, toi qui es un petit peu juvénile, un peu dans le jeu, qui n'est peut-être pas mature, et pour le coup, tu te retrouves avec une fille qui est complètement dans le jeu, qui joue à la console, qui se conduit un petit peu comme un mec, mais est-ce qu'elle ne te renvoie pas l'image que tes parents ont de toi? Ça c'est le question excellente question. Non, c'est le question d'un daron expérimenté. Ouais, complètement. Alors, est-ce que Leïla renvoie à Karima, si tu permets, juste pour parce qu'en fait les auditeurs iront voir la bande-annonce. Il y a un moment où tu te tiens la tête et t'en peux plus. Mais on connaît aussi le cas inverse et tu as raison, Hanan. Il y a aussi parfois des femmes, donc des conjointes qui se tiennent la tête de la même manière parce que leurs maris sont des vrais gosses. Donc là, du coup, on inverse les rôles et il y a un phénomène de projection. Et je pense que quand les gens vont à ce genre de pièces de théâtre, bon, ils en rient, mais en sortant, ils doivent se dire, bon sang, mais tu vois ce que je subis, tu vois un petit peu ce que je vis. Moi, je suis marié dans la vie. Hein. Donc ça, c'est destiné à foutre le bordel dans les couples, c'est ça que tu veux dire, Destin ? Non, c'est un regard critique sur le ton de l'humour pour parler de choses qui sont réelles. Quand un mari est un petit peu immature et que la femme doit prendre tout en charge parce que justement son mari est que dans le jeu, parce que il passe son temps sur Canal+ à supporter le PSG. Calme-toi, Bessa, calme-toi. Non, mais ce que je veux dire, et qui passe son temps à être uniquement dans le jeu, la console de jeu et autres. Et on a souvent dans le couple l'un des deux qui prend le leadership et qui du coup prend toutes les responsabilités. Donc je réitère ma question. Est-ce que c'est pas un phénomène de projection? Est-ce qu'elle te renvoie pas l'image que tes parents ont de toi? Donc, Samir. Je pense, un petit peu, oui. On a appris, soit dit en passant, que t'es marié, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ceci dit, moi j'ai déjà eu quelqu'un dans le public, un couple, et à la fin, l'homme me regardait et m'a dit, elle est exactement comme ça. Ah ouais? Ouais. Mesquine. Ouais, vraiment, j'ai pas osé lui dire, mais mais il a senti dans mon regard que oui quand même, je pensais pas, mais vraiment oui, il m'a vraiment dit ça, m'a dit c'est la même. Et du coup, c'est une forme de thérapie parce que ça permet de regarder de l'autre côté et avoir un regard critique sur soi en se disant mais je me reconnais un petit peu dans le personnage. Est-ce que qui joue à outrance, on l'entend, mais c'est une sorte d'analyse de sa situation. Est-ce que c'est recommandé aux personnes célibataires aussi éventuellement? Oui, bien sûr, à tout le monde, tout le monde. Surtout s'ils veulent pas se marier, c'est parfait, ça les confortera dans leur décision. D'accord. Ce qui est ton cas? Moi non, je suis pas mariée. Non, je fais du voici là. Voilà, non. Non, pas mariée, pas mariée. D'accord, pas mariée. Donc bon, très bien. Anna, t'avais une dernière question, je crois. Oui, ma dernière question était pour Awatef. Décidément, me posais là, oui, totalement sous le charme, mais bon, de Samir également, c'est pas le souci. Samir, désolé. Hein. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Voilà. Ton regard sur le cinéma français en tant qu'actrice française et en tant qu'actrice franco-maghrébine. La réponse de ouf. Ouais, non, mais parce que c'est un grand et long débat et je pense qu'il faut toute une émission pour en parler. Et je suis pas pour être dans la victimisation, mais effectivement ma prise de décision de partir au Maroc, faire du cinéma au Maroc, fait partie du fait que je me sentais pas forcément bienvenue dans le cinéma français. Bon, j'utilise des termes très forts, mais j'exagère bien sûr. C'est pas autant, c'est pas ça. Mais je m'étais prise 2-3 petites remarques qui m'avaient un petit peu fait réfléchir et qui m'a fait partir au Maroc. Sauf que quand je suis allée au Maroc, je me suis rendu compte que ici j'étais une fille d'immigrés donc marocaine et qu'au Maroc j'étais une zmegria. Zmegria, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fille, une beurre. D'accord. Pour utiliser le terme, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on doit le dire. Donc du coup, moi j'ai décidé de faire mes propres trucs, mes propres créations. Donc c'est un petit peu plus dur, le chemin est un petit peu plus long. Mais voilà, j'écris et je réalise. Et là, j'ai écrit une série. Je suis en écriture. Les petites capsules que tu vois, c'est moi qui les fais. Oui. On peut te suivre d'ailleurs. Dis-nous un petit peu parce que. Moi, on peut me suivre sur Instagram, Facebook. Je ne suis pas sur Snapchat. J'ai pas réussi à arriver avec cette. Et comment tu t'appelles sur Facebook et Instagram? Awatef. Awatef. On me retrouve en Awatef et voilà, Facebook, Instagram, et je suis beaucoup plus sur Instagram maintenant puisque j'ai basculé puisque je trouve que ça me correspond un petit peu plus puisqu'on voilà. Et donc sur les réseaux sociaux, tu fais des petites capsules des petites séries, c'est ça? J'ai créé deux web-séries dont une qui s'appelle Nous les femmes qui parle un peu des situations des filles qui sont les petites
filles célibataires, des petits soucis qu'elles peuvent rencontrer, ou ce genre de choses, ou entre copines. Il y a eu cette série qui s'appelle Nous les femmes, et une autre qui s'appelle VTC, qui s'appelle Véhicule tout cassos. C'est en fait, c'est une chauffeur Uber, c'est une VTC, et qui est pas vraiment dans les codes. Ouais. Voilà, elle est pas avec sa petite chemise et son petit tailleur pour accueillir ses clients. Elle fait ce qu'elle veut, c'est sa voiture. Si on veut monter dedans, on l'accepte tel qu'elle est. Et puis et voilà. Et on a envie de ça, à WTF? Envie de? On en vit. Est-ce qu'on vit de ces petites séries qui doivent demander quand même des moyens, non? Alors non, on en vit. Là aujourd'hui, non, on n'en vit pas. Ça apporte une visibilité qui nous permet après par la suite en fait on arrive dans une nouvelle ère. On n'est plus comme à la vieille école où on avait un agent, on passait des castings, etc. Aujourd'hui il y a internet qui a un petit peu bousculé tous les codes et en fait ça nous permet d'avoir de la visibilité. La visibilité va moi je sais que je me suis déjà retrouvée à passer des castings grâce à ce genre de... D'accord. Donc effectivement je suis pas payée, mais ça m'ouvre certaines portes. L'air de rien. Ouais, l'air de rien. Ma dernière question, moi, en tout cas, sera d'ailleurs pour tous les deux. Bon, il y a effectivement cette actualité de mariage arrangé qui vous occupe quand même pas mal. Ouais. Est-ce que d'un point de vue personnel, quel serait le haut du sommet, en tout cas pour votre carrière, tiens, WTF par exemple, ça serait d'avoir un grand rôle dans un grand film français, américain? Bah oui, ouais. Je pense qu'on travaille tous pour ça. Ouais. Même Samir, aller au César. Les Césars, les Oscars, être la première musulmane à gagner un Oscar, pourquoi pas. Enfin, il y a bien sûr. Isabelle Adjani du Maroc. Voilà, moi j'y crois. Plus belle qu'Isabelle Adjani. Hein. Oh, les gentils. Ouais. Moi j'y crois. Moi je pense que aujourd'hui il faut croire. Ouais. Il faut y croire. Il faut croire en ses rêves. Exactement. En sa passion. Exactement. Et voilà, chacun prend son chemin, chacun son parcours. Peu importe d'où quoi. Moi j'essaie de faire attention un petit peu à certaines choses que je fais, mais j'y vais et doucement et sûrement, et j'essaie effectivement pas à pas. Voilà. Samir? Oui, pareil, continuer dans le théâtre et puis le cinéma. Et après, les récompenses, c'est pas vraiment ce qui me motive le plus. Bon, la reconnaissance, c'est vrai que ça fait plaisir, mais continuer de vivre pleinement de ce qui nous fait kiffer, en fait, tout simplement, d'en vivre et d'en vivre bien, et puis de faire des beaux projets. Oui, c'est ce qu'on veut, hein. On est là pour ça. Quelle était la réaction de ta femme lorsqu'elle a vu la pièce? Elle a trouvé ça drôle. Ouais. Elle a bien aimé, mais moi, ma femme, elle fait du foot. Bon. C'est un peu Leïla, ma femme, hein. D'accord. Donc elle s'est un peu reconnue, ouais. Un petit peu, ouais. Très bien. Bon, ça doit pas être facile à la maison tous les jours. Ouais. Moi, elle est douce, elle est crème. Non, c'est pas vrai. Najat n'est pas comme ça. Non, mais tu sais, les femmes, vous avez cette particularité de bien cacher votre jeu. Bah oui, hein? Ah oui, non, mais non. Tu vas un peu trop loin, Christophe. Non, mais si. Vous avez cette particularité. Pour l'avoir rencontrée. Transformée. Non, c'est une crème. Franchement, elle est hyper douce. C'est pas du tout une Leïla. Oui, elle est douce. De toute façon, je vais prendre cher là. J'aurais pas dû dire ça. Pourquoi t'écoutes? Je pense. Je suis fliqué. Ce soir, tu vas manger mon pote Samir. Rendez-vous donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est à 20h les jeudis, vendredis, samedi, et 18h le dimanche. C'est au théâtre Le Passage vers les Étoiles à Paris. À Paris. Donc n'hésitez pas à y aller. Évidemment, c'est pas cher et puis ça peut faire du bien en ces moments difficiles en ce moment. D'ailleurs, vous avez pas de problème le samedi, tout va bien? Oui, forcément. Si non, mais nous on les kiffe les gilets jaunes. Enfin moi perso, voilà. Bah oui. Enfin ouais. Enfin tu veux qu'ils viennent te voir. Non, mais c'est pas ça. C'est que même s'il y a moins de monde le samedi pour cette cause, il y a pas de souci en fait. Ouais. Y a pas de problème. En fait. Sympa. Ouais. C'est pas grave. Bon. C'est pas grave. C'est que ça continue. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage à tous les deux. Et puis mariage arrangé. Donc n'hésitez pas à y aller. D'autant plus que pour ceux qui l'ont vu et qui, comme Hanan, peut-être avaient t'es assez critique vis-à-vis du spectacle, donc oui, mais c'est une critique positive, et comme je le répète aux personnes qui nous écoutent, j'ai passé un bon moment, les acteurs étaient vraiment bons. J'ai juste un petit peu tiqué sur la banlieusarde, c'est tout. Surtout si c'est à WTF qui joue, oui, j'y vais. Et c'est ce qui nous permet de faire évoluer la pièce en plus, c'est tous ces retours-là. Je sais pas ce qui se passe entre Hanan et WTF. Non, mais je fais ma fan primaire là. Je vais payer très cher. À Desnem, on va se casser, je pense.
souvent. Hein. On m'arrive pas souvent. On va aller fumer une chicha avec Samir, je pense. Allez, vite fait. Allez, dans un instant, le zapping. Merci à tous les deux en tout cas. Merci. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à Watef. Et à très bientôt. T'as vu, c'est sympa ici. Oui, très sympa. On sait recevoir les gens, nous. Oui. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un verre de thé posé. Voilà. Très très bon d'ailleurs le verre de thé. Elle s'en fout, c'est notre accueil qui fait tout, hein, n'est-ce pas, Watef ? Exactement. Voilà. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. France Maghreb 2, France Maghreb. LGF, le grand forum avec Alan Zawani qui est très occupé avec Awatef, visiblement, Abdeslam, donc on est tranquille. Ce qui est encore dans nos studios, bien entendu. Allez liker donc sur Instagram et Facebook Awatef, ça s'écrit A-O-U-A-T-E-F. E à la fin. T-E-F-E, voilà. Donc vous avez. Awatef, elle a quand même un nom de famille. Est-ce qu'on peut le partager sur la page de Christophe le Grand Forum, éventuellement, Hanan? Alors j'ai des superbes capsules vidéo, je vais en garder pour moi. Ouais. Et je vais en mettre sur ta page, oui. Alors Awatef, c'est Awatef Lamani. Oui, voilà. Lamani, oui. L-A-H-M-A-N-I. Mais en fait, on me retrouve sans le Lamani. Oui, mais c'est pour juste ça. en tapant Awatef. Awatef, tout simplement. Génial. Donc on partage ça sur le Christophe le Grand Forum et on va partager aussi sur Insta parce que nous aussi on est sur Insta. Ouais, New Connection. Si Abdeslam. Voici le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Et ce sont les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio, en commençant hier sur M6 dans l'émission Capital, que vous avez peut-être regardé. Voici une séquence qui a choqué les téléspectateurs quand on y apprend que Amazon détruit les produits invendus. Écoutez. Certains invendus sortis des entrepôts d'Amazon arrivent dans cette décharge à ciel ouvert, où sont traités en toute légalité les déchets non recyclables du département. Produire pour détruire. Sous nos yeux, une équipe arrive avec un chariot plein de produits. Et regardez, ils les jettent à la poubelle. Par exemple, ces machines à pop-corn vendues 36 € sur le site. Les employés s'affairent, ils mettent des dizaines d'articles encore emballés à la benne. Incroyable quand même, c'est scandaleux ce que fait Amazon. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une secrétaire d'État ou une ministre qui a réagi en disant que ceci ne se ferait plus désormais. Alors, en tout cas, une séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, séquence diffusée hier soir dans l'émission Capital sur M6. Rien à dire, Amazon? Non. Non, d'accord. Bon, pas de choses alors. Éric Dupond-Moretti, vous connaissez l'avocat? Oui. On l'avait pas entendu s'exprimer sur les gilets jaunes. Voici qui donne son avis. Il était l'invité de France 2 et il a confié cela à Laurent Delahousse. Et ce qui me dérange dans ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est que on n'a pas de revendications claires. On n'a pas non plus de porte-parole claire. Et ça ne peut pas aboutir à un dialogue, évidemment. Vous préfériez finalement être avocat des Gilets jaunes? Des Gilets jaunes, si ça veut encore dire quelque chose, du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois 3 types à la télévision. Le premier dit Macron doit démissionner. Le deuxième dit non, pas du tout, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et le troisième dit si, Macron est un arabe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça comme discussion? On va où? Comment on progresse? Comment on discute? Comment on dialogue? C'est ça la grande difficulté de ce mouvement. Il y a évidemment des choses que l'on doit entendre et qu'il faut entendre, et puis des choses qui sont manifestement le fruit d'une frustration sans proposition. Voilà, Dupond-Moretti, on l'a bien compris, c'est pas un gilet jaune. Voilà. Je peux émettre une remarque? Oui, bah oui. Il dit juste une chose qui est fausse et il dit que ce ne sont pas des revendications légitimes. Enfin, il n'y a pas que des revendications légitimes. Il y a des revendications en effet qui sont débiles, mais je pense qu'il faut faire le tri et récupérer les revendications qui ont du sens. Ce soir sur BFM TV, on nous le vend depuis à peu près une semaine, va être diffusé un reportage sur la dynastie Le Pen, extrait en avant-première pour vous auditrices, auditeurs. La particularité de la famille Le Pen, c'est qu'il n'y a pas d'intimité, familiale, personnelle, privée par rapport au militantisme et à la vie politique. Les deux se mélangent en permanence. C'est une saga familiale et politique qui est hors norme. C'est Dallas, c'est Dynasty, c'est la famille Adams. C'est une famille, c'est un clan qui s'est
toujours invités dans le foyer des Français. C'est toujours difficile de suivre quand est-ce qu'ils s'entendent bien, quand est-ce qu'ils sont en guerre, quel clan par rapport à tel clan, parce qu'à un moment vous avez l'impression que ces deux-là se font la guerre, le lendemain en fait ils s'entendent très bien et ils sont en guerre contre un autre. Il y a de la violence, ça indéniablement c'est une famille qui fonctionne aussi avec le registre de la violence et de la brutalité. Tragédie grecque parce qu'il y a des postures incroyables, des coups de théâtre, des machins, enfin voilà. Et en même temps, des histoires de fric, des histoires de machins, des trucs, des amours contrariés, des machins comme ça, etc. Jean-Marie, plus jeune député de France en 1956 et fondateur de la lignée. Marine, patronne et héritière du parti familial. Marion, même pas 30 ans et déjà retraitée, provisoirement peut-être de la politique. Et puis les sœurs, les épouses, les conjoints. Une dynastie unique en Europe qui s'est établie en pleine lumière, devant micros et caméras, entre secret, pardon et trahison. C'est ce soir sur BFM, vous avez regardé ? Oui, je vais regarder. Les derniers reportages qu'on a eus sur ces grands formats étaient vraiment pas terribles. Là, est-ce qu'on va avoir des révélations ? Je ne pense pas. Par contre, ce qui est un petit peu perturbant pour ma part, c'est que Marine Le Pen a vraiment repris le haut de l'affiche. Donc peut-être parce que Mélenchon n'arrête pas de se planter et que là, on est plus ou moins en train de légitimer leur future victoire. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire. Parti comme c'est, on risque d'avoir une Marion ou une Marine en tant que présidente. Petite nuance que j'apporterais, ma chère Hanan, tu as raison, mais juste une petite chose près, tu as remarqué peut-être que l'exécutif et que la plupart des politiques dans ce pays tapent sur Mélenchon à tout va et que quasiment rien sur Le Pen, donc finalement, n'est-ce pas voulu ? C'est la question que je pose, comme ça. Je vous la mets comme ça sur le plateau. En tout cas, elle est présentée ces derniers jours comme l'opposante officielle. Oui, c'est ça. Donc forcément, ce gilet jaune, on va pas se mentir, ça lui donne du poids. Et là, on est en train plus ou moins de starifier puis de l'emmener directement au poste de présidente. Merci à tous les deux. Retour demain. Abdeslam, merci beaucoup. Hanan Zawani, merci beaucoup. Et retour demain avec Audrey Pronosti. Retour de Maïssa Leroy mercredi, messieurs, dames. Sachez-le. Elle sera de retour avec nous. Yasser Louati, Sofiane Nagdari, Faiza Ben Mohamed, ils seront presque tous là cette semaine. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Le LGF, c'est tous les jours. Et mariage arrangé, on y va, on va voir, on encourage. Et on va voir aussi les réseaux sociaux donc de Awatef sur Facebook. Et Samir Taloui. Talhaoui. Comment alors mixer ton nom, Samir? C'est pour ça, moi, je me suis même pas. Soit t'es un rebeu francisé, soit tu ne l'es pas. Exact. Bon, merci à tous. Restez bien à l'écoute de votre radio. Il est très exactement et précisément à Paris, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, 18h. L'heure du journal, de nos confrères de RFI pour l'info de ce lundi soir. Bonsoir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.